L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal cette semaine en compagnie de mon collègue journaliste Bonjour. Et historien automobile, toujours bien fidèle, Hugues Gonneau. On va recevoir Antoine un peu plus tard dans l'émission pour le segment essai. Et puis également, on va recevoir Mathieu Roy, notre chroniqueur technologique qui va venir nous parler de données et de toutes sortes de trucs qu'il a vus pendant... Et de ses aventures chez Ferrari. Ses aventures chez Ferrari, absolument. La collecte de données des véhicules chez Ferrari et comment elles sont appliquées dans les voitures de tous les jours. On va revenir en deuxième partie d'émission pour ça. Mais pour le moment, quelques actualités. Hugues, une nouvelle toute chaude, en fait, qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Non, effectivement, non. Ça vient de tomber sur notre bureau. C'est le Jeep Cherokee. Regarde, écoute, le segment Stellantis, normalement, il arrive un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, tout à fait. Je vais me garder une petite gêne. Je vais attendre Antoine pour déblatérer sur Stellantis. Par contre, je veux tout de même vous montrer une photo du Jeep Cherokee remodelé là, qui va arriver. On ne sait pas quand. Le communiqué de presse est très court. Évidemment, on prévoit toutes sortes de motorisations pour le Jeep Cherokee. Écoute, on le regarde. Comme tu as dit tantôt, c'est assez générique. C'est du Jeep. Déjà vu. On fait voilà. pas. C'est pas mal, mais bon, c'est déjà vu. C'est ça. Ouais, pour ça, en audio, ça a une certaine carrure avec des arches de roue plus carrées. Hein, pour ceux qui sont en audio, allez sur Internet et tapez Jeep Recon. Vous aurez une vague idée de ce à quoi ça ressemble. Je trouve ça bien que tu le compares à ça parce que ça a quand même l'air de qu'est-ce qu'on nous a montré des photos de Jeep Recon. Recon, en fait. Écoutez, on va avoir plus d'informations dans les prochaines semaines, j'imagine, à savoir ça va être quoi les motorisations, la disponibilité et surtout, est-ce que ça va sauver la marque Jeep? Mais connaissant Stellantis, eux-mêmes ne sont pas encore au courant. Donc, voilà. C'est très bon. Écoute, je veux parler un petit peu de l'étude qui a été faite par Kelley Blue Book au sujet de la dépréciation du Cybertruck aux États-Unis. Ouais. En fait, on peut dire que Kelley Blue Book a fait ça du marché américain, mais on parle de 38% de dépréciation dans seulement 8 mois. Ce qui est hallucinant. Pour les propriétaires de Cybertruck. Écoute, normalement, dans un véhicule normal, on va parler de ça sur 5 ans, là, sur 2 à 3 ans. Pas 5 ans, là, mais 2 à 3 ans, là, tout dépendant du véhicule. C'est un véhicule électrique, c'est un peu plus. C'est ça. Etc. Donc, quand même impressionnant. Un véhicule qui a eu un parcours assez différent, on va se le dire. Tu sais, quand on fait ces valeurs de dépréciation-là, quand on évalue ça, Kelley Blue Book a regardé un peu les transactions. Ça a pris du temps avant qu'il y ait des transactions parce que les gens ne pouvaient pas les vendre immédiatement après l'achat. Ça, c'est un des gros points importants, c'est que Tesla s'est pris pour Ferrari et a interdit à ses acheteurs de les vendre avant 1 an. Ouais. Parce que en fait, le hype était là et ils ont dit il n'est pas question que vous fassiez de l'argent à la place de nous. On a joué un peu les Ferrari, les grands constructeurs de voitures exotiques pour bâtir la marque Cybertruck. Ils ont dit vous n'avez pas le droit de les revendre, très bien. Je ne sais pas si c'est spécialement légal, mais admettons. Mais effectivement, je pense que ça a aussi joué sur l'idée de la valeur de revente. C'est débattable en cours, mettons. Ouais, absolument. Non, mais ça a joué sur la valeur de revente. C'est aussi un des impacts. Et maintenant, on commence effectivement à mesurer ça. 38% sur 8 mois. Ouais. C'est fou. C'est hallucinant. Tesla a recommencé à prendre ses véhicules en échange. On disait, c'est tellement pas clair des fois chez Tesla. Là, les décisions arrivent sur X, et sont changées. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées, comme par exemple le prolongateur d'autonomie, la grosse batterie qui pouvait être dans la caisse a été annulée avant même d'être livrée. Exactement. C'était quelque chose qui est intéressant. Puis quand on regarde la valeur d'un véhicule, ces options font partie un peu de ça, les options potentielles. Le prolongateur, honnêtement, sur le papier, ça avait un vague intérêt. Le problème, c'est qu'il bouffait, je crois, plus d'un tiers du volume de chargement de la benne. Caisse, c'est-à-dire qu'en fait,
en voulant avoir un camion qui va plus loin, bah, t'as plus de camion parce que tu peux plus rien charger dedans. Ouais. Donc, c'était un peu, encore une fois, c'est pas Tesla, c'est de dire, voilà, bon, on veut augmenter l'autonomie. Ouais. D'accord, on rajoute un prolongateur, mais tu mets ça dans un camion qui devient c'est à ça de demander un petit VUS bien classique. Donc, en fait, il y avait un oxymore quelque part. C'est à ça de demander aussi si les clients qui ont acheté des Cybertruck, en fait, on avait planifié 2 millions selon Elon Musk sur X, de réservations pour le Cybertruck. On en a livré 50 000 jusqu'à maintenant. Là, là. Écoute, c'est à ça de demander ces clients-là, est-ce qu'ils achetaient réellement un camion, un pick-up, ou ils achetaient un véhicule qui était complètement unique, performant, etc. Encore une fois, alors... C'est pas juste Tesla. Quand tu annonces X millions de réservations, c'est des gens qui ont fait un dépôt de $100 qui généralement qui est remboursable. annulable. Donc ça n'engage absolument à rien. Ça, c'est un ploy marketing qui est pas juste de Tesla. Tous les autres constructeurs font ça. C'est ridicule. Ouais. Tu regardes, ce qu'il faut comparer, c'est les objectifs de production, la production estimée. On parlait d'autour de 250 000 la première année. 250 000 par année, oui. Même Musk avait dit à un moment, on va en sortir jusqu'à 450 000 par année. Mais l'objectif initial était de 250 000. C'est le chiffre qu'il faut retenir. La première année, ils en ont vendu 50 000. Quand tu rates tes objectifs d'un facteur 5, c'est sûr que derrière, il n'y a pas de demande en neuf. Donc, il n'y aura pas de demande en occasion. Et ça explique en grande partie ton 38% de dépréciation. Puis, il y a il y a un volet technique aussi à ça, parce que moi, j'ai conduit le Cybertruck, j'ai eu l'occasion de passer une journée avec et j'ai adoré la conduite, la performance. C'est unanime. Tout le monde est... Écoute, je parlais tantôt du Lyriq, là, du Cadillac Lyriq, puis la consommation de ce véhicule-là et la consommation de mon Cybertruck qui a l'air d'avoir des angles beaucoup plus carrés que j'ai conduit, qui est étonnamment frugal pour qu'est-ce que c'est. Absolument. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que chez Tesla, on a une longueur d'avance sur les moteurs, on a une longueur d'avance sur la gestion des batteries elles-mêmes. Exactement. Bon, tout le reste... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le problème, c'est tout le reste. C'est ça, tu sais, la technologie, Mathieu pourra nous en parler, la technologie dans le tableau de bord, dans l'écran, c'est tellement évolué, c'est tellement fort, mais... on a enchaîné les rappels pour les panneaux qui étaient collés, qui se sont décollés. On a enchaîné avec les caméras qui avaient une image avec un délai dedans, la pédale d'accélérateur qui restait collée. Il y a eu quelques rappels comme ça de sécurité, mais aussi le fait que les gens, ils se sont peut-être tannés de leur véhicule, ils ont dit « Hey, c'est peut-être pas pour moi. » La visibilité, le volant carré, le fait que la finition intérieure dans le Cybertruck, c'est pas celle d'un pick-up de 150 000 là, pour le prix que ça se vendait. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se sont tannés et là, ont décidé de commencer à mettre en vente. On les voit là, dans les concessions en ce moment au Québec, tranquillement, pas vite, commencer à mettre en vente des véhicules. Ils disaient, hey, c'est peut-être quelque chose, un véhicule pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi. Donc, en fait, ceux qui les voulaient, qui ont eu la hype, il y a eu tous les YouTubers en ont acheté un. Ouais. Et ils ont fait de l'argent avec leur Cybertruck en faisant des vues sur YouTube. Il y a ça. C'était les premiers qui avaient été livrés. Ça faisait partie un peu de la campagne de publicité chez Tesla. Ça a marché, mais justement, il y a eu beaucoup, et pas tous, encore une fois, on ne peut pas généraliser, mais il y a eu beaucoup de YouTubers qui ont dit « je regrette mon achat ». Il y en a eu. Tu vois, ça valide un peu. Il y en a eu pas mal. Ou qu'on dit, au début, les premières vidéos, c'est comme, j'adore, c'est génial. Et après 6-8 mois, c'est comme, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est là où tu juges de la validité d'un véhicule, c'est quand la hype est passée. Bon. Écoute, et c'est pas juste pour Tesla, c'est valable pour toutes les compagnies. Dépréciation, valeur, algorithme. Si vous aimez votre Cybertruck, gardez-les. Et si vous en cherchez un, peut-être que c'est le temps de commencer à magasiner parce que la valeur, elle a baissé. Il y a peut-être des affaires à faire. Il y a peut-être des affaires à faire dans les prochains mois pour le Cybertruck. Je vais parler rapidement du F-150 Lobo. Tu te rappelles un peu de la mode des street trucks dans le temps, là, dans la fin des années 80, début des années 90, des camionnettes un peu abaissées avec des caractéristiques sportives, on peut en nommer. Chez la Maverick, la petite camionnette compacte, on a lancé un, je l'ai conduit, le Lobo. Puis là, maintenant, on monte des images de F-150 Lobo, un peu comme on a fait avec Tremor, etc. On multiplie les désignations un peu plus spéciales dans les segments des camionnettes chez Ford. Et puis, on n'a pas montré le véhicule, mais ça devrait ressembler à ça. Une suspension rabaissée, la vectorisation du couple, peut-être un peu plus de performance, une transmission qui est adaptée. Puis, je veux dire un mot là-dessus. J'ai essayé la Maverick Lobo et j'ai
j'adore le produit Maverick, Maverick XLT, etc. La Maverick de base XL avec des roues en métal. J'adore ça et je trouve que c'est une camionnette qui est efficace. Puis très adaptée à l'époque. Très adaptée à l'époque. Puis souvent, pour une personne comme moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Là, parce que la caisse est assez grande, une petite capacité de remorquage qui peut aller jusqu'à 4000 livres. Avec le Lobo, c'est un véhicule qui est plus bas et sur les routes, comme par exemple du Québec, les routes saccadées, les routes endommagées, c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on regarde une camionnette comme ça parce que ça va être plus dur, ça va être plus rough, ça va être... Puis les gens qui conduisent un F-150 ou bien un Ram 1500 ou bien un GMC Sierra, ça aime quelque chose d'un peu plus confortable. Normalement, on passe beaucoup de temps dans nos camionnettes. Pour le F-150 Lobo, ça va être quelque chose à vérifier parce qu'avec le Maverick, c'était ça, c'est un petit peu plus dur, ça porte un peu plus dur. Puis, ça l'enlève un peu le but un peu de la camionnette, quand on parlait de Cybertruck tantôt, l'intérêt d'un truck, je veux dire, si à un moment, un camion qui est rabaissé, ça commence à s'appeler une voiture. J'exagère un peu, mais c'est l'accès pas... pour loader du stock dans la caisse, mais c'est quelque chose comme ça. Fait que on va avoir des images sur le guide de l'auto sous peu, puis voir ça va être quoi les spécifications. Mais j'ai hâte de voir comment que la Maverick Lobo va être populaire au Québec versus en Californie du Sud, par exemple. En Californie, oui, ça c'est... En fait, c'est un véhicule pour la Californie. C'est un véhicule pour la Californie avec les belles routes de la Californie, mais allez voir ça sur le guide de l'auto pour les nouvelles. Là, probablement qu'on va avoir plus de stock pour vous dans les prochaines semaines. En terminant, je veux également parler de GM qui investit dans son usine de moteurs V8. En fait, en 2023, on avait annoncé des investissements pour renipper un peu nos deux V8, là, 5.3, 6.2, qui sont des moteurs qui sont vieux, on le dit jamais assez, qui fonctionnent très bien. C'est efficace, c'est performant. On les a multipliés dans tellement de produits GM. Par contre, là, on a des problèmes avec les rappels. On a un problème de rappel qui est critique, qui est rapport avec la bielle et le piston. On nous dit pas tout à fait c'est quoi. On a dit de changer le grade d'huile pour une huile plus épaisse, etc. On est encore en train de diagnostiquer c'est combien de véhicules qu'il va falloir changer ces moteurs-là. Mais pendant ce temps-là, on a réinvesti encore une autre fois dans l'usine pour refaire ces moteurs-là V8. Qui vont continuer leur chemin visiblement parce que l'an dernier, c'était pas ça les nouvelles. Cette année, c'est ça les nouvelles. Qui devrait avoir une nouvelle génération aussi. Ouais. Et ce qui est pertinent, parce qu'encore une fois, c'est des bases saines. C'est des moteurs qui ont montré qu'ils étaient extrêmement polyvalents, qui pouvaient être poussés, à part la période de rappel dont tu parles, c'est des moteurs qui peuvent être poussés de toutes sortes de façons, qui s'avèrent jusque-là, ça a été raisonnablement économiques. Utilise des guillemets. Et en fait, c'est des moteurs qui ont encore énormément de potentiel. Et dans les circonstances actuelles où il y a un retournement du marché pour toutes sortes de raisons, investir sur des moteurs extrêmement polyvalents comme ces V8-là, ça me paraît tout à fait pertinent. Ben oui. Puis aussi, il y a des constructeurs comme Porsche, par exemple, qui vont faire un argument que dans un moteur V8 qui est chargé, dans un véhicule qui est chargé, par exemple, un camion, une camionnette qui est attelée avec une remorque régulièrement, un moteur V8 bien calibré va pas consommer plus qu'un moteur 6 cylindres turbocompressé. Absolument. Puis on l'a vu, ça. Ça a fait des preuves avec Ram, le Hurricane versus le Mi, etc. Tout à fait. En conduite de tous les jours, oui, on est capable de faire des économies de carburant, mais quand une camionnette qui travaille, un V8 peut être calibré pour ne pas consommer plus. Absolument. Et ça a été prouvé. Là. Donc, c'est les gouvernements qui veulent réduire, ou qui voulaient, là maintenant, aux États-Unis, ça change un peu, mais réduire la cylindrée, mais en consultant les ingénieurs et en regardant comment on est capable de travailler avec la grosse cylindrée sans nécessairement ramener une petite cylindrée qui est sur compression, on peut économiser soit sur le développement ou si prouver qu'on est capable d'avoir une économie de carburant qui est raisonnable, mais aussi augmenter la fiabilité. Non, mais tout à fait. En fait, l'idée de départ, la réduction des cylindrées, c'est pas une idée qui date d'hier. Et sur le papier, ça marche très bien sur le papier. En théorie, ça marche bien, mais si tu te souviens, les premiers moteurs downsizés, il y a quand même eu des problèmes, gestion du turbo, des choses comme ça. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que c'est une technologie qui est grand public. Donc maintenant, les problèmes de fiabilité sont résolus. Mais, encore une fois, c'est une question de stress. Si tu stresses... Et de chaleur. Si tu stresses un moteur turbo compressé, il va consommer plus. Donc, la réduction de cylindrée,
qui est valable dans des conditions légères, qui est tout à fait pertinente. À partir du moment où tu charges, et c'est quand même le but d'un camion. Exact, ouais, c'est ça. À partir du moment où tu charges, tu augmentes le stress sur le moteur, et là, tu vas pas forcément dans la réalité. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence. Mais justement, c'est ça le problème. En pratique, un V8 reste encore très pertinent sur de la charge et des choses comme ça. Et surtout, quand tu as des bons blocs comme ceux de GM, ils auraient tort de s'en priver. Je pense qu'effectivement, les clients s'y retrouvent à la fin. Ceux qui veulent rester sur de l'essence peuvent s'y retrouver en pratique. Et non pas en théorie. Je suis d'accord avec toi. Il y a des nouvelles qui sortent non seulement chez Stellantis, également chez GM, qu'on va retravailler nos V8, mais ça va forcer aussi ces constructeurs-là à dire on renouvelle nos vieux moteurs, on va travailler l'injection, puis on va être capable de prouver qu'on est capable d'avoir quelque chose d'efficace. Je pense qu'il y a encore de la vie dans le moteur à combustion interne. Au retour, on va recevoir Mathieu Roy qui va nous parler de données automobiles dans la Formule 1. Puis après ça, on va parler du Subaru XT. Puis en terminant, on va recevoir notre collègue, estimé collègue Antoine qui va venir nous parler d'essai Cadillac. Moi aussi, j'ai un essai Cadillac pour nous. Donc, une émission chargée. Restez avec nous. Le guide de l'auto. Bon, on a avec nous en studio Mathieu Roy. Mathieu Roy qui est chroniqueur techno dans l'univers québécois. On te voit partout à TVA. On te voit à Salut Bonjour très souvent. Tu es régulièrement à Salut Bonjour. Et puis, normalement, on te voit également à l'émission d'Antoine à TVA. Au Guide de l'auto. Oui, absolument. Puis, tu nous parles toujours des gadgets, le côté gadget, le côté techno des automobiles. Puis là, tu vas nous parler de gadgets automobiles, mais dans une sphère complètement différente des véhicules qu'on voit là, à l'émission. Puis en plus, tu as essayé une voiture dont je suis très jaloux dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 en Italie. Beaucoup de choses. Premièrement, je veux dire, la techno, l'automobile, on peut plus séparer ça. C'est devenu la techno dans l'auto un argument de vente. Ça va faire si oui ou non tu achètes un véhicule. Alors qu'il y a à peu près 1 an et demi, moi, j'étais convaincu du contraire. Je me disais, c'est pas encore ça qui va faire que tu vas acheter un véhicule ou non, sa compatibilité, par exemple, avec ton iPhone. Aujourd'hui, c'est un argument de vente important, ou en tout cas, ça va être un grand désagrément qui va peut-être faire que tu rachèteras pas le même véhicule. Donc, la techno a pris énormément de place. Et plutôt que de parler de gadgets, je trouve qu'aujourd'hui, on parle maintenant de solutions technologiques. Il y a un problème avec la conduite, il y a un problème avec le véhicule. Et là, on a des solutions qui sont amenées, qu'on peut résoudre avec la technologie. Évidemment, on crée aussi d'autres problèmes. Mais ceci étant dit, la techno, c'est l'espèce de grand parapluie que je couvre. Et le monde de l'automobile, écoute, c'est en pleine explosion. Oui, il y a des affaires comme... Il y a des gadgets qui sont plus utiles que d'autres, des technologies qui sont plus utiles que d'autres. Je pense qu'on a tous les deux essayé le Cybertruck. Il y a des gadgets qui sont gadgets et il y a des très bonnes technologies aussi dedans. Il y a aussi des options où tu dis, tu vois, ça, c'est vraiment pas nécessaire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Mais j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller, lors du Grand Prix d'Imola en Italie, d'aller à Maranello, là où il y a les quartiers généraux de Ferrari. Plus de 5000 personnes travaillent là-bas chez Ferrari. 1000 seulement destinés à la F1. Je savais pas que c'était sur ma liste de choses à faire avant de mourir, mais une fois que j'étais rendu sur place, j'ai réalisé que c'était ça et j'ai pu cocher justement cette expérience-là parce que ce que j'ai été faire là-bas, c'est à l'invitation de Amazon Web Services qui, eux, dans le fond, colligent et vont chercher des données. Dans le fond, c'était leur partenariat, comment c'était utilisé entre justement la collecte de données et l'écurie Ferrari, mais aussi, ils ont un partenariat avec la Formule 1 plus largement. C'était extraordinaire de voir ça. Première des choses, la Formule 1, je le savais là, que c'était super high-tech, mais je savais pas à quel point on utilisait des données, on analysait des données. On parle de données avancées ou de statistiques avancées au hockey. En Formule 1, ce n'est que ça. C'était fascinant. Une Formule 1, là, nous disait-on, a 300 capteurs qui vont générer à chaque seconde 1 million de données. 1 million de données fois le nombre de véhicules. Points de données. Là. Exact. Ça peut être la pression des pneus, la chaleur des disques, le nombre de jets encaissés. C'était vraiment fascinant. Fait que là, on recule. Tu dis Amazon, on parle de la même entreprise qui fait de la vente au détail en ligne. Là. Absolument, mais c'est un autre département complètement. C'est des serveurs, des agrégateurs de données qui sont ultra rapides. Là, on le voit souvent dans d'autres sphères de l'industrie. Mais dans l'automobile,
Amazon Web Services a quand même une niche, un pied à terre. Ben, imaginez, avec 1 million de données par seconde, ces données-là doivent être, collectées, ils doivent être stockées, partagées, être rendues accessibles, mais aussi doivent être analysées. Je vous donne un exemple. Avant 2022, on se plaignait en Formule 1, notamment, qu'il n'y avait pas assez de dépassement à cause de l'effet de turbulence en arrière des véhicules. L'aspiration. On avait des véhicules extrêmement rapides, mais ça devenait très instable et imprévisible si on voulait faire un dépassement. On a fait des tests en soufflerie, on a fait les analyses comme ça des vents, de toutes les contraintes qu'il pouvait avoir. Avec l'intelligence artificielle, on est arrivé à un design d'aileron qui fait en sorte que l'année suivante, on a augmenté de 30% le nombre de dépassements dans les grands prix suivants. Donc, on dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Eh bien, ici, avec autant de données, les écuries vont jalousement trouver des façons de les analyser pour être capables d'aller chercher un avantage. On va se rendre compte, par exemple, que passer à 3 cm du mur à Monaco, c'est trop loin. Il faut passer à 1 cm si on veut être capable de faire un dépassement dans le virage suivant. La télémétrie, c'est ancien là, chez la Formule 1. À la Formule 1, on a pratiquement inventé le principe. Là, tout ce qu'on prend un peu, qu'est-ce qu'on a dans l'industrie automobile actuelle qui a rapport avec la télémétrie, on l'a pas mal appris en Formule 1. Ouais. J'imagine que ces données-là servent également à faire des changements en temps réel. En temps réel et aussi à faire de la réparation prédictible. C'est-à-dire que avant d'avoir un bris, avant d'avoir le réel besoin de changer quelque chose, on va le faire légèrement avant pour être certain de ne pas perdre un avantage. Ah, okay. Donc, par exemple... Comme on regarde la fatigue d'un matériau, par exemple, on évalue cette fatigue-là avant que ça casse. Telle température, combien de virages, la tension dans la pièce, ben ça répond à un patron qui, historiquement, menait au bris. Même chose pour la diffusion de la F1. Alors qu'on est concentré sur le top 3, le top 5, à un moment donné, on se rend compte, et là, c'est l'intelligence artificielle qui lève comme ça un drapeau, qui attire notre attention sur ce qui va bientôt se passer, parce que ça ne s'est pas encore passé, mais on se rend compte que ça fait 3 fois que dans telle courbe, la position 8 fait un virage, mettons, 3 millièmes de seconde plus rapide que la position 7, ce qui fait en sorte que dans les 20 prochaines secondes, il devrait y avoir dépassement. Et donc, on serait capable d'aller voir ce dépassement-là en temps réel parce qu'on aura été avisé d'un patron qui, normalement, ressemble à un éventuel dépassement. C'est fou. Là, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est qu'on utilise un peu les algorithmes de prédiction. Ouais. J'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans parce que quand on parle AWS, les serveurs, etc., il y a de l'intelligence artificielle. Puis ça sert également... Là, tu vois, moi, je regarde la Formule 1, mais pas tout le temps. Là. Ça sert également au divertissement un peu dans la diffusion parce qu'on est capable de faire toutes sortes de prédictions sur qui va gagner. Puis de t'offrir aussi ces statistiques-là parce que peut-être qu'il y en a plein des statistiques, des données qui ne servent absolument à rien pour le commun des mortels, mais pour un professionnel, un ingénieur, ça peut faire la différence entre un podium et une 10e place. Ouais. Ça se joue, là, si je me trompe pas, entre le podium et la 10e place, il y a quelque chose comme 1,5% d'écart. Là. C'est tellement serré. Et malgré tout ça, ben il y a de l'imprévisible, comme une marmotte qui traverse la piste de course qu'on doit éviter. Et là, tout à coup, toutes ces analyses-là peuvent être bousillées l'instant d'un tour. Une chance qu'il y a ça, parce que sinon... Mais la pression sur les pilotes, c'est fou, parce que là, les pilotes, ils ont toutes les données nécessaires. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et donc, toutes ces données-là, ça va servir, bien sûr, à la diffusion, à l'amélioration du spectacle, l'amélioration des performances, l'amélioration de la sécurité des pilotes aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Et si j'ai pu conduire une Ferrari sur le circuit de Maranello et être capable d'atteindre 205 km/h, c'est parce que j'ai fait quelques tours avec mon instructeur et par la suite, j'ai pris ma petite carte SD, j'ai été la rentrer dans l'ordinateur, on a analysé mes tours de piste en comparaison avec un des meilleurs tours de piste d'un des instructeurs et l'ingénieur à côté de moi m'a expliqué que je freinais beaucoup trop hâtivement. Je me suis excusé d'être prudent avec sa voiture. Je me suis excusé parce que ce n'est pas mon char. Ben, c'est ça, sa voiture d'1 demi-million. Hein. Et ce que je faisais aussi, c'est que j'accélérais trop brusquement. Okay. Donc là, par la suite, sachant ça, je savais que je pouvais freiner plus tard avant d'arriver
dans une courbe et par la suite, je pouvais progressivement accélérer, ce qui a fait en sorte que j'ai été capable, pour la première fois, après l'analyse, d'atteindre mes 200 km/h parce que je sortais pas assez vite de la courbe. Bon, évidemment, là, tu parles d'une voiture de route que tu as essayé sur un circuit. Là, toutes ces données-là, puis tout ce qu'on apprend en Formule 1 continuellement, là, moi, je pense au freinage régénératif. Dans les dernières décennies, on a appliqué ça à l'automobile. Là, cette télémétrie-là, de plus en plus, avec la conduite autonome, on a quelque chose à apprendre, j'imagine, ou pas nous, la voiture a quelque chose à apprendre de toutes ces données-là pour le commun des mortels. La vitesse à laquelle on va aller capter les données, mais après ça, c'est beau avoir les données, il faut être capable de les analyser. Et c'est là que l'intelligence artificielle prend tout son sens, parce que c'est ça, sa force. C'est plus il y a de données, plus elle peut se nourrir de données, plus elle va être capable de reconnaître des patrons et de prévoir parfois même l'imprévisible, des parties de comportement humain aussi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des avenues super intéressantes en matière de conduite autonome, en matière de sécurité aussi, et toutes sortes de données aussi qui vont être liées à un patron de quelqu'un qui pourrait potentiellement s'endormir, parce qu'il y a des données biométriques qui peuvent être récupérées aussi par des caméras ou encore des capteurs sur le volant. Puis, on ne sera toujours pas capable de prédire les événements, comme la marmotte, par exemple, sur un circuit. Donc, il faut garder les mains sur le volant, C'était une expérience à être là-bas. Là. C'est quand même... il y avait aussi l'aura et l'âme de Gilles Villeneuve à Maranello. Oui. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir aussi la chaîne de montage où se mélange de la haute technologie, mais aussi presque de l'horlogerie. Là. C'est un travail qui est fait par des artisans qui vont travailler sur un moteur. Le moteur, lui, à un moment donné, va être déplacé sur un châssis. Puis après ça, là, on va voir comme ça une espèce de plateforme autonome qui va venir placer la carrosserie par-dessus. Et puis, il vient un moment dans la chaîne de montage où là, on entend pour la première fois... Et là, il y a une Ferrari qui vient de naître. C'est la première fois que la voiture est partie. Et écoute, c'est des voitures qui sont hors de prix, mais on est allé visiter un étage, où il y avait plein de Formule 1. Puis là, je me demandais pourquoi ils étaient à l'étage comme ça, ces Formule 1-là. Ce que je savais pas, c'est qu'après 2 ans de remisage, les Formule 1 du passé peuvent être vendus et achetés par des particuliers. Donc, si vous avez acheté, je ne sais pas c'est combien de Formule 1, de Ferrari, mais 20-25 Ferrari, vous faites partie d'une courte liste, et là, on vous appelle, on vous donne la possibilité d'acheter une Formule 1. Et là, c'était flou un peu, mais ça avait l'air de tourner autour de 5 millions de dollars. Ah, écoute, c'est une aubaine quand on y pense. Une autre question pour toi. Est-ce que tu penses, on l'a déjà vu dans les médias, moi j'ai déjà vu ça sur une piste, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la course automobile va pouvoir devenir entièrement robotisée grâce à ces données-là? C'est déjà là. Je sais, j'en ai déjà vu, mais il était deux, mais après ça veut dire... en fait, je pense que oui. Maintenant... Parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'était pas très beau. Là. Les véhicules avaient un peu de difficulté. Mais ça s'est grandement amélioré. Je pense que c'est par la même ligue qui organise les courses de drones, les Drone Racing League. Donc, de plus en plus, on va en voir. Maintenant, ça va être un produit de divertissement comme il y en a tant d'autres. Ça va plaire à certains, ça plaira pas à d'autres. Il y en a qui adorent MotoGP, il y en a d'autres qui les courses de moto, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que ce soit du 4 roues. Il y en a que c'est du rallye. Il y en a que ça va être des courses de voitures autonomes. Je pense que ça va se pouvoir. Mais est-ce que ça va avoir un intérêt de voir des ordinateurs se battre les uns contre les autres? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est intéressant d'éliminer le facteur humain? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je pense que... Parce qu'en ce moment, sur Netflix, qu'est-ce qui pogne? C'est les chauffeurs. C'est les conducteurs. C'est les pilotes, leur personnalité. Je pense qu'il va y avoir une curiosité, surtout si les différents types d'intelligence artificielle développent eux-mêmes certaines caractéristiques, c'est-à-dire on le sait, on le sait, la 4, on le sait rien de moins que toi. Non, mais on le sait, la 4 est plus agressive, la 8, c'est la prudence, mais l'autre est capapable de prendre des courbes plus rapidement. Ça va être des compétitions d'ingénierie. Et ils vont faire des entrevues après avec les médias. Mais j'en reviens à ce moment-là, pourquoi éliminer le facteur humain? Mais le facteur humain amène ce petit côté d'imprévisibilité qui est vraiment agréable. On a des personnalités, on a un Prost versus un Senna, des choses comme ça. Si on le reproduit avec une intelligence artificielle, OK, on peut le faire, ça, c'est une super idée, mais c'est quoi l'intérêt? Ça va être pour la recherche, le développement. Ça, c'est clair, net et précis. Puis par la suite, encore une fois, moi, je pense que c'est un peu comme quand je parle d'un 4 roues électrique, puis que quelqu'un vient me dire « Ouais, c'est pratique quand je suis dans le bois puis j'ai pas d'électricité. Ben non, c'est pas pratique. C'est pas pratique pour toi. Ça veut pas dire que parce que ça existe, ça t'est destiné. Oui, absolument. Donc, il y aura peut-être quelques amoureux de la vitesse, quelques amoureux de l'informatique et des progrès technologiques à qui ça pourrait parler. Ce qui serait intéressant,
c'est d'avoir un moitié-moitié à un moment donné. Faire moitié voiture autonome, moitié machine. Ouais. Et puis là, on pourrait leur donner des carapaces, des pleurs de bananes. Ça s'appelle pas Mario Kart? Ah oui, c'est ça. Ah, OK, d'accord, OK. Mathieu Roy, merci infiniment d'être passé. C'est vraiment intéressant de voir les avancées technologiques en Formule 1. Puis tu étais aux premières loges pour dire ça. Donc, tu es toujours le bienvenu à l'émission du Guide de l'Auto, comme tu le sais, pour venir nous parler. C'est juste que je peux pas rester longtemps. Ma Ferrari est parquée en double. Ah, voilà. Ouais. Merci. Salut. Le Guide de l'Auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, aujourd'hui, tu nous parles d'un produit né de Subaru qui était assez excentrique là, dans le temps. Oui, effectivement, dans les années 70-80, Subaru est en quelque sorte le Citroën japonais. La marque présente des autos décalées, voire effectivement un peu excentriques, avec des choix techniques originaux. Décalé, le coupé XT l'est indubitablement, et tout cela au nom de l'efficacité. Mais ça doit servir à quoi, cette XT-là de Subaru? Eh bien, lorsque le XT arrive au Canada à l'été 85, Subaru est encore considéré comme un petit constructeur qui se distingue surtout par ses moteurs boxers, introduits avec les blocs de série EA en 1966, la transmission intégrale à partir de 1972, et des designs de carrosserie pas toujours réussis. L'entreprise a besoin d'un véhicule porteur d'image et mise sur un coupé sportif, modèle très en vogue à l'époque, pour aller concurrencer les Honda Prelude, Toyota Celica ou Volkswagen Scirocco. Mais Subaru étant Subaru, la marque ne va rien faire comme tout le monde. On va choisir quelle direction là, pour cette XT-là chez Subaru? La XT sera plus dessinée en soufflerie que dans un bureau de style. Le but de la marque est de réduire au maximum le coefficient de traînée aérodynamique. Pour cela, elle peut compter sur son moteur à plat, comme une Citroën GS de 1970, moteur qui permet d'obtenir un capot très plongeant, la roue de secours traditionnellement sous capot passe dans le coffre. Elle utilise aussi des phares rétractables, un essuie-glace unique de 56 cm, dissimulé sous le capot lorsqu'il n'est pas utilisé, un déflecteur intégré à l'avant et des enjoliveurs intégraux. L'inclinaison de la vitre arrière n'est pas choisie par souci de style, mais pour améliorer l'écoulement de l'air. Même la poignée de porte est optimisée pour réduire les turbulences avec un volet rétractable placé en dessous. En passant la main, il se verrouille pour pouvoir lever la poignée sans gêne, puis se déverrouille lorsque la porte est ouverte. Au final, les lignes cunéiformes, assez populaires entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, rappellent un peu celles de la Triumph TR7. Elles sont signées par Kiyoshi Sugimoto sous la direction de Tetsuya Hayashi. Et ça marche. La XT revendique en version atmosphérique un CX de 0,29, l'un des meilleurs au monde à l'époque, ou de 0,31 en version turbo. À titre de comparaison, la très aérodynamique Mercedes EQS fait 0,20. Wow. Ben, c'est des chiffres qu'on voit encore maintenant, là, ces coefficients de... c'est excentrique à l'extérieur, c'est assez avant-gardiste. De quoi ça a l'air à l'intérieur? Eh bien, côté originalité, l'intérieur, réalisé par Hiroshi Yako, n'est pas en reste, avec un volant asymétrique, comprenant des commodos pour la climatisation, les essuie-glaces et les phares placés de chaque côté, similaires à certains modèles Citroën, on y revient. Par contre, ils suivent les ajustements de la colonne de direction. Il y a un levier de vitesse qui ressemble à un joystick, des sièges avant en velours et des sièges arrière en vinyle et, cerise sur le gâteau, un tableau de bord à cristaux liquides qui fait penser à un jeu vidéo, mais il est réservé aux versions haut de gamme. À noter que la banquette arrière est rabattable, ce qui est plutôt rare dans le segment. Quand est-ce que c'est arrivé sur le marché, cette XT? La voiture est présentée aux États-Unis en février 85 et durant l'été sur les autres marchés. Au Japon, ce coupé 2+2 s'appelle Alcyon, comme l'étoile la plus visible de l'amas des Pléiades, amas dont le nom se traduit en japonais par Subaru, alors qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, le coupé est nommé Vortex. Ce modèle a été vendu à travers le monde et a connu de multiples évolutions selon les pays. Et là, on va se porter plutôt sur le marché canadien. Alors, au lancement, la gamme se compose de 2 modèles traction avant, un moteur 1,8 litre, soit l'atmosphérique de 94 chevaux avec une boîte 5 manuelle, ou le turbo de 111 chevaux en manuel ou en automatique. Ces versions sont respectivement vendues 14 265 15 690 et 16 290 $, ce qui ne la place pas avantageusement face aux Celica, Prelude ou Scirocco qui tournent entre 13 et 15 000 $ et qui sont en plus des modèles déjà bien établis. Quelques mois plus tard, arrive la transmission intégrale enclenchable, disponible uniquement avec les versions turbo. L'acheteur peut alors ajouter en option une suspension pneumatique à correcteur d'assiette, à mettre encore une fois en parallèle avec Citroën et sa fameuse suspension hydropneumatique.
Là, pour 1988, le modèle, il va avoir des modifications qui ont été apportées. Effectivement, modification des pare-chocs, bas de caisse et feux arrière, ainsi que l'introduction d'un nouveau 6 cylindres à plat 2,7 litres développant 150 chevaux, vendu sous le nom de XT6 ou Alcyon VX au Japon. Ce bloc avait été entrevu sur le concept ACX2 présenté au Salon de Tokyo en novembre 85. Sur certains marchés, il remplacera le 1,8 litre turbo, mais pas au Canada, où les 3 moteurs seront offerts en parallèle. La XT6 se distingue par sa transmission intégrale permanente et sa direction assistance variable selon la vitesse, baptisée Cybrid. Il s'agissait d'un système hautement complexe qui utilisait des capteurs optiques, des vérins hydrauliques, des unités de contrôle informatisées et un moteur électrique, ainsi qu'un liquide hydraulique qui lui était exclusif, rendant la maintenance quelque peu dispendieuse. Bien équipée, la XT6 était sensiblement plus chère que la XT de base, 24 695 $ contre 14 995 en 1988. Quand même une différence. Quand même. Et elle était aussi plus chère que la concurrence qui, il est vrai, n'offrait pas de 6 cylindres. Alors, quand est-ce que ça s'est terminé, l'histoire de la XT? La XT n'évoluera guère jusqu'à la fin de sa production au millésime 91. Au total, Subaru en aura fabriqué 98 918 exemplaires, dont seulement 8 710 pour le Japon. Malgré la présence d'une transmission intégrale, les lignes surprenantes, les performances somme toute modestes, sauf en 6 cylindres, et la tenue de route pas spécialement inspirante, auront limité l'intérêt de la clientèle pour se couper. Mais croyez-vous que cela aurait arrêté ou calmé Subaru? Oh que non! En 1991, la marque lancera sa remplaçante, la SVX, ou Alcyon SVX au Japon, qui ne sera absolument pas moins excentrique, mais ceci est une autre histoire. J'ai hâte de l'entendre, cette histoire-là, de quelque chose d'excentrique, encore une fois. Encore un autre. Chez Subaru. Merci, Hugues, pour ça. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Antoine, aujourd'hui, on va parler de Cadillac. En fait, on a 2 véhicules Cadillac à l'essai. Toi, tu te joins avec nous avec un Cadillac Escalade, puis tu veux nous parler de la variante électrique, mais aussi de la variante à gaz. En fait, j'ai pu conduire simultanément un Escalade Sport Platinum 2025. Évidemment, c'est le même Escalade qu'on vend depuis quelques années, mais on a modernisé sérieusement l'habitacle avec un écran de 55 pouces à bord qui fait la pleine largeur de la planche de bord. Là. Évidemment que Lincoln... IMAX. Ouais, c'est ça. Lincoln de 48 pouces, fallait que Cadillac réplique avec encore plus gros. C'est la guerre aux plus gros écrans. Ouais. Ce que je trouve un peu stupide, c'est que c'est pas un écran aussi convivial qu'avec le Lincoln où tu peux littéralement installer les icônes que tu souhaites avoir. Et il faut savoir que chez Lincoln, le 48 pouces d'écran s'adresse au conducteur, s'adresse à tout le monde en fait. Alors que chez Cadillac, tu as un écran destiné aux passagers, ce qui veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur le siège du passager, la troisième partie qui se situe vis-à-vis du passager devient noirci, c'est-à-dire que le conducteur peut plus rien voir. Ouais. Et il y a un dédoublement de l'information de cet écran-là pour le passager que tu vas retrouver aussi pour le conducteur. Ouais. Donc, c'est drôlement moins bien pensé qu'à bord du Lincoln. Et j'ajouterais aussi que c'est plus complexe à utiliser que ce que tu vas retrouver du côté de chez Lincoln. Dans l'Escalade IQ, tu vas retrouver essentiellement le même écran, mais avec absence de Apple CarPlay ou Android Auto parce que c'est un environnement uniquement Google. Les électriques chez GM, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, on veut garder nos données chez nous. Ouais, mais c'est une idée moyenne. Puis dans les deux cas, ce que j'ai constaté, c'est que tu as une console centrale gigantesque où on a placé un autre écran qui sert à la gestion du système de chauffage, climatisation, réglage des sièges, fermeture automatique des portes. En veux-tu une idée de sans dessin? Ça fonctionne pas du tout. Je suis stationné devant un restaurant, j'éteins le véhicule, j'appuie sur la poignée de porte pour ouvrir la porte, qui s'ouvre toute seule et qui va fesser dans la voiture à côté de moi. Bon. Tu sais, mauvais je design. sais pas à quoi on a pensé chez Non, ça marche pas, cette affaire-là. Puis imagines-tu combien ça va coûter réparer ça, des moteurs d'assistant d'ouverture de porte avant, arrière. Tu sais, dans la catégorie des choses que personne n'a demandé, ça en fait partie. Ça mais va, on a décidé ça va de mettre très, très bien vieillir, ça, comme système. ça marche pas. Puis,
je te dirais que j'ai trouvé que c'était pire avec l'Escalade IQ qu'avec l'Escalade à essence pour une raison que je m'explique mal. Est-ce qu'il y avait eu une mise à jour sur le modèle à essence versus le modèle électrique? Je sais pas. Ouais. Mais clairement, sur l'Escalade électrique, la portière s'ouvre, se ferme d'elle-même, mais sans juger de l'environnement extérieur. C'est pas grave. Nous, on est gros, on prend de la place, puis tassez-vous les casser. C'est littéralement... C'est ça. Ça marche pas. Mais, puis, je reviens sur l'écran central parce que cet écran-là est juché sur la console où il n'y a pas d'espace de rangement. Mm-hmm. Tu vas avoir un peu d'espace derrière la console, mais... Tu sais, t'es dans un Escalade, là, t'es pas dans une Honda Civic, là. Tu sais, autant c'est bien designé dans un Yukon, où là, t'as énormément d'espace, c'est super polyvalent, autant dans l'Escalade, ça marche pas. Ça m'a déçu un peu. Le comportement, évidemment, du Escalade à essence, ça demeure super intéressant. T'as une suspension pneumatique et avec réglage magnétique en fonction des modes de conduite. Ouais. La conduite est plus, je veux pas dire incisive, mais plus engageante, disons, que dans un Navigator ou dans un QX80, un Lexus LX ou que le Wagoneer, par exemple. Fait que au niveau agrément de conduite, c'est plus intéressant de ce côté-là. Mais quand tu t'en vas dans l'Escalade IQ, écoute, c'est 9000 livres. Ah oui, j'ai pas besoin de te dire que ça n'a pas de bon sens. Là, c'est le même poids. Les deux véhicules valaient à peu près le même prix, aussi drôle que ça puisse paraître. Fait que, coûtait le même prix parce que ça vaut jamais ça. 162 000 $ pour l'Escalade à essence Sport Platinum, puis 164 000 pour l'Escalade IQ électrique. Ça te donne 740 km d'autonomie annoncée. Ouais. Honnêtement, en de parfaites conditions, c'est capable de le faire. Là, tu vas me dire, c'est extraordinaire, 700 quelques kilomètres d'autonomie. Oui. Mais faut te recharger après. Ouais. Puis là, tu as une batterie de 205 kWh. Ah ouais. Plugué sur le 110, Antoine, ça prend jusqu'à la prochaine saison. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Tu as le temps de voir neiger. 200 kWh. La batterie de l'Escalade IQ est aussi lourde qu'un Chevrolet Trax. Ah, ben regarde. Ben oui. Autant l'Escalade à essence se comporte assez bien, autant l'Escalade IQ, ça n'a pas de bon sens. Tu as l'avantage d'avoir 4 roues directionnelles, c'est correct. Tu as énormément de puissance d'accélération, mais c'est trop lourd. Ça n'a aucun sens. Sur le 24 pouces dans les deux cas. Je te le dis, tu roules avec l'IQ, là, puis ça cogne de partout, les suspensions, t'entends ça brasser. Ouais. C'est juste désagréable. Puis tu sais que ça va mal vieillir, c'est épouvantable. Fait que, bon, rendu là, est-ce que rationnellement, tu peux conseiller une Escalade à quelqu'un qui est prêt à débourser 160 000 $, plus toutes les taxes de luxe, etc., ça sera au consommateur de décider. C'est ça. Mais j'ai trouvé que le IQ, c'était pas au point sur le plan technologique. C'est juste beaucoup trop lourd, puis il y a de la vaisselle qui brasse, c'est effrayant. C'est un cercle vicieux. Tu mets des plus gros moteurs, tu faut te prendre une grosse batterie. T'as une plus grosse batterie, ça prend un plus gros châssis. T'as un plus gros châssis. Et ça finit pas, là. Ça finit pas. Puis avec l'Escalade à essence, puis avec l'Escalade à essence, tu sais, t'as encore le vieux 6.2 litres, là, qui commence à, tu sais, je veux dire, ça va bien. Mais on commence à tirer de la patte face à la compétition avec ce moteur-là. Puis ce que je m'explique mal, c'est que ce moteur-là fait l'objet d'un rappel sérieux après toutes ces années. C'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de le mettre au point, là. Mais c'est ça. Fait que c'est le petit élément qui m'a déçu. Bon. Mais c'est sûr qu'entre les deux, même si l'Escalade à essence fait 15 litres au 100, puis que l'autre consomme 35 à 40 kWh par 100 km. Écoute, je t'avoue que j'avais plus de plaisir au volant du modèle à essence parce que pour moi, tous les grands VUS GM électrifiés, ça tient pas la route. À 9000 livres, c'est injustifiable. J'ai essayé aussi un véhicule Cadillac qui est un petit peu, on va dire un petit peu plus petit, peut-être un petit peu moins lourd. C'est le Lyriq, électrique, évidemment. Écoute, je vais te dire comme toi, un véhicule très confortable, très spacieux. Un style particulier, là, on aime ou on n'aime pas, mais quand même un véhicule électrique de luxe que j'ai apprécié l'intérieur, la finition, comment que c'est ficelé dans l'habitacle. Écoute, je l'ai amené sur faire un petit road trip là, à Kingston, en Ontario, pour une journée, revenir, etc. En fait, on a passé la nuit à Kingston. Et puis,
Des belles destinations. Ben écoute, il faut voyager au Canada qui disent 512 km sur le compteur en partant de Montréal. Évidemment, ça consomme énormément sur l'autoroute à 27 kWh au 100 km. C'est sûr, c'est sur l'autoroute, mais quand même, on diminue beaucoup l'autonomie de cette manière-là. Et puis, bon, ayant eu en entrevue Jessica Caron de CAA quelques semaines avant qui m'avait dit, il faut planifier nos sorties en véhicule électrique. C'est ce que j'avais fait. J'avais choisi un hôtel avec une borne. Évidemment, arrivé à l'hôtel, la borne, ça fonctionnait pas. Finalement, il y avait un problème. Fait que, il a fallu que je puisse recharger sur le retour de Kingston. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des histoires d'horreur avec les recharges. Moi, j'en ai eu quelques-unes, mais la majorité du temps, je m'en suis très bien sorti. Il n'y avait pas de problème. Toujours un plan A, plan B, plan C. Alors, mon plan B et C, c'était d'aller à Brockville sur une borne de recharge rapide, prendre un café. Et puis, la puissance de recharge est très élevée sur le Lyric, donc il n'y a pas de problème. Jusque-là, je me trouve une borne Electrify Canada et comme un automobiliste, bien normal, je ne magasine pas les prix de ma recharge parce qu'au Québec, une borne de recharge rapide à 150 kW, ça va te coûter à peu près 40 cents du kilowatt selon l'utilisation que tu en fais puis selon l'étage. Oui, puis tu as la tarification dynamique aussi. Tarification dynamique selon les endroits puis selon le kilowatt que tu prends comme puissance. Donc, chez Electrify Canada, c'est 70 sous le kilowattheure, peu importe, sur une borne de 150 kW, pas les grosses de 350. Donc, j'étais avec ma blonde, je prenais un café, puis je me disais, ça va me coûter 45$ recharger mon Lyric. Finalement, quand je suis arrivé à la borne, ça m'a coûté 70$. On avait pris 89,88 kWh, ça a été 71,34 et ça m'a donné à peu près, je vais dire 332 exactement kilomètres d'autonomie pour me rendre à Montréal. Donc, quand même... très dispendieux sur l'autoroute. Je vais te dire que le restant de la semaine, j'ai chargé sur une borne à la maison et ça m'a coûté quelques dollars. Donc, quand on fait tout ensemble, sur une année, il faut faire la part des choses puis dire ça n'a pas besoin d'être cher comme j'ai choisi. Par contre, faire attention au prix au kilowattheure quand vous voyagez en Ontario parce qu'au Québec, on a quand même des bons prix. Je suis d'accord avec toi, mais l'affaire est, c'est que, encore une fois, tu n'as pas forcément le choix. Non, il restait 20 km. Il reste 20 km, il faut que tu c'est ça. Il reste un peu plus que ça, 50, 60 km. Tu prends la première borne qui marche, qui est disponible, que tu as. Puis il faut qu'elle marche, comme tu l'as dit. Il faut qu'elle soit disponible. Des fois, elles sont affichées occupées, elles ne le sont pas et vice-versa. En même temps, quand il faut que tu mettes de l'essence, c'est le prix à la pompe qui est là, puis tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix non plus. Tu peux pas aller à une autre aide routière. Je te dirais, on varie pas du simple au double. Là, c'est pratiquement le cas. C'est ça. J'ai adoré mon voyage avec le Lyric. J'ai adoré le véhicule. Ça va bien, tout ça. C'est juste, c'est gourmand là, comme véhicule. On a parlé de véhicules électriques qui étaient pas mal moins forts sur la consommation. Il n'y a aucun produit General Motors qui est impressionnant sur le plan de son rendement. La consommation. Peu importe lequel tu regardes. Mettons, à part la Bolt là, qui n'existe plus. Mais les véhicules GM plaisent, mais sont lourds. Et l'ennemi, c'est le poids de ces véhicules-là. Comme le Silverado EV, par exemple, qui est très pesant. Mais sans aller là-dedans, même un Blazer. Un Blazer va consommer quand même pas mal d'énergie, ou même un Equinox, compte tenu du format du véhicule. Mais la batterie étant plus grosse, t'as quand même une autonomie intéressante. Et si on avait réduit le poids de la batterie, est-ce qu'on aurait perdu de l'autonomie tant que ça? C'est la question qu'il faut se poser, parce que on s'est rendu compte avec certains véhicules, moi je pense au Lightning chez Ford, entre la petite puis la grosse batterie, tu as peut-être 125 km d'autonomie affichée d'écart, mais tu traînes tellement plus de poids avec la grosse batterie qu'en vérité, dans le contexte réel d'un essai, là, tu te rends compte que l'écart n'est pas si grand que ça. Donc, il y a probablement un sweet spot que GM ne réussit pas à atteindre. Dans la technologie là, aussi. Là. C'est ça, exactement. Puis, ça m'amène peut-être à vous poser la question, les gars, Cadillac qui prend un virage 100% électrique, qui élimine les XT4, XT5, XT6, qui garde comme seul modèle à essence à moyenne échéance l'escalade, est-ce que c'est viable? Surtout en considérant qu'aux États-Unis, Cadillac vend à des acheteurs assez traditionnels. Moi, je trouve que c'est sérieusement une bonne question. C'était un plan viable peut-être il y a 2-3 ans parce que les circonstances étaient ce qu'elles étaient, tant économiquement que politiquement.
Effectivement, là, il y a beaucoup de revirements qui sont en train d'arriver. Et pas juste politique, il y a aussi effectivement et tous les constructeurs sont face au même problème. Tout le monde avait dit, il y a beaucoup de constructeurs qui ont dit on va être full électrique en 2030, on va être prêt avant tout le monde. Il y a personne qui va être à 100% électrique en 2030. Bon. Personne. C'est sûr. D'après moi, Tesla, oui. Tesla lance des moteurs à essence. Mais non, je veux dire, je parle des constructeurs traditionnels. Ouais. Il y a 3 ans, tout le monde était plus vertueux que tout le monde. Eux, ils seront prêts en 2035, nous, on va être prêts en 2030. Pas de problème. Ça évolue. Il y a juste un milieu. Oui, mais en fait, la stratégie de GM avait du sens il y a 3 ans en disant les modèles les plus haut de gamme, les plus chers, c'est là où on va favoriser l'électricité justement pour amortir la technologie et on s'adresse à des acheteurs qui ont les moyens. Mais les conditions de marché ont considérablement évolué et c'est vrai que cette stratégie-là aujourd'hui, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est viable d'ici 2, 3, 5 ans? Je sais pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se tourner vers Buick? Faute d'avoir un produit chez Cadillac? C'est une bonne question, mais en même temps, l'acheteur de Cadillac, il veut pas être vu dans une Buick, là. Et surtout qu'aux États-Unis, les Buick, à part l'enclave, sont tous tarifés parce que ça vient de la Chine ou de la Corée du Sud. Fait que, méchant casse-tête. Merci Antoine d'être venu avec nous pour ton essai. Puis merci à tout le monde d'avoir été là à la maison pour cette nouvelle édition du Guide de l'Auto. On se revoit la semaine prochaine. Antoine va être en studio avec nous pour parler d'actualité et des essais automobiles de la semaine. Merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.